bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple, remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant, ne t'y trompe pas. C'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, cette vidéo s'oriente clairement vers la première solution, car c'est la seconde partie de la vidéo avec Olivier Bollier. Si tu n'as pas vu la première, n'hésite pas à cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut. Sur ce, pas de fioriture, commençons. On a vu un petit peu comment ça se passait dans la séance, etc. Parce que évidemment la séance va passer avant l'interview, on va faire ça dans le vrai ordre chronologique. Et j'aimerais bien quand même qu'on revienne un petit peu sur ce que c'est le Velocity Based Training et pourquoi on peut l'utiliser, enfin dans quel champ d'application on peut l'utiliser. Est-ce que c'est limité uniquement à une affaire de préparation physique pour des athlètes sur terrain, ou est-ce qu'on peut le faire pour de l'hypertrophie? Est-ce qu'on peut le faire pour notamment les powerlifters, de la force, etc. Dans quel contexte, on va dire, quels sont les champs d'application possibles dans le monde du sport, on va dire? Alors le champ d'application numéro 1, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est le développement des capacités de puissance. Okay. Donc ça c'est le premier. Après tu as aussi le développement de la force d'une manière générale. On l'a bien vu quand tu t'es entraîné, les feedbacks que je te donne répétition après répétition te poussent vraiment à donner le meilleur de toi-même parce que tu as un feedback direct, donc ça t'engage bien plus. Et en 2019, il y a Dorel et collaborateurs qui ont sorti la première étude sur 6 semaines sur les 4 mouvements de base, les 3 de powerlifting plus un développé vertical. Et ils ont montré qu'on a tout intérêt, a priori, à intégrer le VBT quand on veut développer les capacités de force et de puissance. Donc voilà, tu as force, puissance. Pour l'hypertrophie, dans l'absolu, on pourrait faire pareil sur 10 reps. Après, c'est tellement coûteux d'un point de vue nerveux que ça risque, en mettant les volumes d'entraînement du culturisme plus un engagement du système nerveux aussi grand, ça risque de me faire monter les deux curseurs en même temps. Et là, ça risque de peut-être causer du surentraînement. Mais dans l'absolu, on pourrait aussi, d'une manière plus intelligente, par cycle. Mais voilà, en 1, la puissance, en 2, la force. D'accord, donc en fait, finalement, le VBT, c'est vraiment, en tout cas toi, dans ta façon de le faire travailler, vraiment axé puissance, et plutôt après, derrière, on pourrait s'en servir pour l'hypertrophie, pour d'autres choses. J'ai vu une review qui complète un peu ce que tu dis, donc c'est pour ça que je me permets de le rajouter, dans Mass, qui est sorti récemment, qui a été faite, je crois, par Knuckles, mais je ne suis pas sûr. Bref, en tout cas, un des auteurs de Mass, qui en fait explique que, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'entraînement avec Velocity Threshold, donc tu sais, quand tu perds de la vélocité, on dit par exemple qu'à 40% de perte de vélocité par rapport à ta première répétition, tu stoppes la série, et ça c'est censé en fait être plus intéressant pour l'hypertrophie que simplement se fonder sur les répétitions en réserve avant l'échec musculaire, parce que c'est une unité un peu plus objective. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que on ne peut pas le quantifier comme ça, parce que ça dépend des exercices. C'est-à-dire que peut-être 40% de perte de vélocité sur un squat, ça va être juste pas possible. J'en sais rien si c'est 40% sur un squat ou sur un DC, alors que sur un DC, si tu es à 40%, tu es peut-être même encore loin de ton échec musculaire, parce que ça va dépendre de à quel point l'exercice engage de masse musculaire en même temps. Peut-être que s'il engage plus de masse musculaire, tu vas te retrouver à être plus fatigué rapidement. Donc du coup, tu n'auras pas le temps de faire baisser ta vélocité, parce qu'en fait, tu seras trop fatigué centralement, enfin pas centralement, mais cardiovasculairement pour que ta vélocité, pour que ce soit le facteur limitant, ce soit tes muscles, etc. Et du coup, ils avaient trouvé que ça pourrait être intéressant en revanche de le faire par exercice, de l'ajuster par rapport à ta jauge de répétition en réserve. C'est-à-dire qu'en gros, tu te fais un profil, tu vois, tu te fais un 10 reps max par exemple, tu dis voilà, je vais à l'échec à 10 reps avec ce poids-là,
Donc tu arrives vraiment à ton échec complet et tu regardes 2 reps avant l'échec à combien tu es en termes de vélocité et ça bougera pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est ça dont on parlait. Ouais, la particularité de l'entraînement basé sur la vitesse, c'est que c'est intemporel. C'est-à-dire les vitesses qu'on enregistre pour Gaïs à 120 au coucher, Gaïs à 140 au coucher, ton pourcentage de 1 RM et la vitesse correspondante sera toujours la même du Gaïs à 120 au coucher que le Gaïs à 140 ou que le Gaïs il y a 2 ans à 100. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est robuste. Ouais. C'est-à-dire que ton état actuel, tu es plus ou moins fatigué, tu as une vitesse donnée pour tant de %. Si tu es fatigué, tu mets moins lourd, mais ta vitesse est la même. Pareil, quand je disais le Gaïs d'avant ou le Gaïs du futur, ta vitesse pour un pourcentage sera sensiblement la même, quel que soit ton niveau de forme du moment ou ton évolution dans ta carrière. C'est dans ce sens-là que ça semble être vraiment encourageant, le VBT, pour d'autres applications. C'est que c'est intemporel un peu. Ouais, ça c'est assez fou parce qu'en fait, on a cherché pendant longtemps quelque chose qui soit comme ça. Parce que les pourcentages de l'ARM, comme tu l'expliquais, peut-être qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait des tests qu'on faisait avant quand il n'y avait pas le VBT, et peut-être que ça se fait encore quand on n'a pas les moyens de s'acheter un truc qui fait du VBT. On fait du 1 RM, du pourcentage de RM, peut-être tout à la fin de chaque cycle, quoi, parce qu'on ne sait pas à quel point on a progressé. Alors que là, il y a besoin, finalement. Je pense qu'il y a encore des tests qui se font parce que les tests de 1 RM, c'est un peu, ne serait-ce, même si c'est moins utile, ça reste aussi dans le folklore. On va pas se mentir, ça fait toujours plaisir aussi de se dire qu'on a augmenté un petit peu notre 1 RM. Quand on fait de la force. Mais dans l'idée, se dire qu'on a une unité de mesure objective maintenant. C'est énorme. Et toi, du coup, tu verrais quoi d'ailleurs à l'avenir si jamais on devait aller, parce que moi je pense que dans la recherche et dans le monde de la préparation physique, on ne va aller que de plus en plus vers l'individualisation. Et qu'est-ce que tu verrais toi comme outils peut-être qui vont prendre forme dans les années à venir pour permettre de faire encore plus d'individualisation? Je pense que globalement, on tend vers une utilisation de la technologie en renfort des compétences de terrain déjà existantes. Dans notre discours, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que moi, je ne pense pas que la technologie va remplacer le savoir-faire et la culture de l'entraîneur. Elle vient en renfort, tu vois. C'est-à-dire que le VBT, je l'utilise pour prendre des meilleures décisions à l'entraînement. Mais c'est moi qui décide, on va faire tant de séries, tant de répétitions. J'ai une fourchette de répétitions, mais peut-être c'est 4, peut-être c'est 6 répétitions. Et le VBT, il est là pour me dire, ah tiens, pour Gaïs, c'est 5. Et là, c'est 4. Demain, ça sera peut-être 6. Voilà, en fait, il nous aide à bouger le curseur pour être plus précis possible. Mais ça ne vient pas réinventer forcément la roue, ça vient enrichir notre pratique et nous rendre plus précis. Alors, pour monsieur et madame tout le monde qui s'entraînent 2 fois par semaine à la salle, ce n'est pas significatif les gains. Là, on parle pour des gens qui sont très engagés dans la pratique, pour lesquels c'est leur métier, ou pour des gens qui ont comme hobby de s'entraîner dur et fort pour faire des compétitions même amateurs. Tu vois, je fais le parallèle avec les gens qui font de la course sur route. Les gens qui font de la course sur route, quand ils sont équipés du cardio-fréquence-mètre top niveau, des chaussures, enfin tout l'équipement qu'ils ont, une technologie embarquée qui est de grande qualité, quoi, qui vient rendre leur pratique déjà plus intelligente, plus précise, et que ce soit un professionnel qui gagne sa vie avec ou un amateur qui fait des compètes pour se faire plaisir, il y a certaines personnes qui ont envie d'affiner un peu, et puis bon, disons les choses comme elles sont, il y a les geeks aussi. Bien sûr, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que si ça motive les geeks à faire du sport, on est quand même dans quelque chose de pas mal, quoi, parce que les bienfaits du sport, c'est peut-être eux qui ont le plus à en bénéficier parallèlement, parce qu'on a beaucoup opposé sport et geekerie, alors je pense pas que, pour avoir discuté avec toi plus longuement à ce sujet-là, je pense pas que ce soit opposé du tout, pour le coup. Et d'ailleurs, peut-être que par exemple, l'image la plus parlante, c'est les super-héros ou dans les mangas ou quoi que ce soit. Je veux dire, on lit tous, quand on est geek, on lit tous des trucs de super-héros où ils font des prouesses physiques incroyables et
c'est lié quoi. Enfin, je sais pas, après si tu as envie de faire ça ou t'en rapprocher dans la vraie vie, il va falloir passer par du sport. Mais ouais, et du coup, moi ça m'intéresse bien dans ce que tu viens de dire là, le parler de cet enrichissement en fait de la connaissance de terrain finalement. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et je pense que tu l'as très bien dit, c'est on vient chercher à aider l'humain, aider le coach à faire mieux. On ne vient pas chercher à le remplacer en fait. Et ça, je pense qu'il y a bizarrement, même si ce discours commence à un peu plus se populariser, c'est pas souvent dit. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à opposer connaissance scientifique et connaissance de terrain. Et toi, qu'est-ce que c'est ta façon d'aborder justement les connaissances scientifiques pour enrichir ton expérience de terrain? Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que par exemple, je vais te donner un exemple, est-ce que tu lis dans une revue de la littérature, tu lis ça et puis tu te dis ah ben maintenant je vais changer tout ce que je fais pour faire selon ce que dit cette revue de littérature, ou tu te dis ouais, il y a peut-être des trucs qui sont à intégrer mais peut-être tout n'est pas bon à prendre. Bref, comment est-ce que tu... C'est intéressant. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est opposer théorie et pratique, science et terrain. C'est ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup en France et c'est vraiment une mauvaise chose. Okay, comment on procède? Tiens, prenons l'étude de Dorel et collaborateurs sur le VBT dont je parle. Une étude sur 6 semaines, super intéressante. Moi, donc, j'utilise le VBT dans ma pratique. Je vois cette étude qui sort, je lis l'étude. Alors déjà, il faut lire l'anglais. Bon, mais si tu lis pas l'anglais quand tu es un pro de l'entraînement, tu as raté une marche. Bon, ouais. Une grosse, hein. Ouais. Tu as peut-être même raté tous les tâches, quoi. Ouais. Donc bon, tu lis l'anglais, ou tu apprends. C'est pas sorcier. Hein. En plus, l'anglais technique, c'est loin d'être Shakespeare. C'est hyper simple. Bench press, c'est toujours bench press. Ils font sujet, verbe, complément. Les anglo-saxons, ils se cassent pas la tête. Hein. Donc ça se fait très vite. Donc cette étude-là, elle m'intéresse. Moi, j'utilise le VBT. Ah, il y a un chercheur qui a fait un truc, je me dois de le lire. Première chose, tu regardes sur quel panel de public c'est fait. La première chose à faire, c'est regarder sur combien de sujets c'est fait. Et dans l'étude déjà, tu as 2 groupes de 8. Donc tu vois, il n'y a pas à s'affoler avec l'étude parce qu'en fait, c'est fait sur 8 personnes dans 2 groupes, 8 et 8. Donc en fait, c'est très intéressant, mais en aucun cas, ça va venir me renverser tout ce que je crois ou tout ce que je pense. Parce qu'en fait, il faut le voir, cette étude-là, non pas comme la vérité universelle, mais comme une étude qui, dans les conditions de l'étude, donc 8 bonhommes versus 8 bonhommes, ce qui est petit, hein, ils ont obtenu ça. Mais en aucun cas, et ça c'est une grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on prend l'étude et qu'on l'universalise. On dit « Ah, selon Dorel et collaborateurs, le VBT, ça fait ci, ça et ça ». Non, ça fait ci, ça et ça dans le cadre de cette étude. Pour que ça soit universalisable, si tant est que ça le soit un jour, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire l'étude de Dorel, l'étude de Gaïs, l'étude d'Olivier. Au bout d'un moment, il y en a 5, 6, 10. Il y a quelqu'un qui va toutes les centraliser, en faire une méta-analyse et va faire des calculs par-dessus les calculs et ressortir peut-être, je dis peut-être, une vérité plus universelle. Mais avant qu'il y ait les 3 études ou les 30 que je viens de citer pour faire une méta-analyse, il s'est passé 10 ans, 20 ans et des fois ça ne se produit jamais. Donc voilà, comment je procède? J'ai mes connaissances de terrain que j'ai acquis avec l'expérience. Une étude sort, je regarde dans quel contexte elle est faite. C'est pareil, dans l'étude dont je parle, elle est faite sur des athlètes qui font 1 fois 1/2 le poids de corps en squat. C'est bien déjà. Ouais. Et parfois, il y a des études faites sur monsieur et madame tout le monde. Donc moi, qu'est-ce que j'en fais de cette étude-là sur des athlètes olympiques? Tu vois? Donc on regarde le public. Moi, le plus important pour moi, c'est regarder le public et l'effectif. À partir de là, déjà, on commence à prendre du recul. Et en aucun cas, on méprise une étude qui est faite sur peu de sujets, mais on la laisse à la place qu'elle mérite. À partir de là, tu ne peux pas te tromper, si je puis dire. Tu prends ce qu'il y a à prendre sans te retourner le cerveau à chaque fois qu'il y a une étude qui va dire le contraire aussi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Le contexte, c'est très important. Et je rajouterais juste une chose sur la méta-analyse, histoire qu'on soit clair là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi après derrière qui vont dire une méta-analyse a dit ça, donc c'est vrai. Non, parce que la méta-analyse, c'est la somme de toutes les études que tu mets dedans. Si tu mets que des études pourries dedans, la méta-analyse, puis en fait, c'est même pas que tu mets des études pourries parce que il y a des études qui sont de mauvaise qualité. Voilà, en termes de démarche méthodologique, il y a des différences. Mais la plupart du temps,
souvent, même, je dirais, c'est pas tant que les études sont pourries, c'est juste qu'elles sont pas adaptées pour les conclusions qu'en tire la méta-analyse. Si la méta-analyse, son objectif, c'est de montrer que sur le VBT, on améliore, de combien on améliore la force, et qu'il n'y a aucune étude dans la méta-analyse, ou qu'il y en a 2 qui ont mesuré la force, et qu'après on a extrapolé la force à partir de données de vitesse ou quoi que ce soit, elle ne vaudra pas grand-chose, même si c'est une méta-analyse avec beaucoup de sujets. Et à l'inverse, si on a une étude de cas sur une seule personne, bon, c'est peut-être un peu extrême, mais qui est très bien menée, et on voit qu'il y a vraiment une amélioration, on sait vraiment, on a isolé le facteur, on se dit c'est vraiment le VBT qui a fait ça, ça vaut peut-être plus dans le contexte pour répondre à une question donnée. Et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le contexte qui est important. C'est ça, savoir analyser une étude scientifique, c'est savoir la replacer dans ce qu'elle veut nous dire. Mais c'est un peu comme, c'est comme tout dans la vie, en fait. Après, il y a une chose dans les sciences du sport qui est assez différente des sciences en général, c'est que les sciences du sport, c'est une branche des sciences toute neuve. Ouais. C'est à l'échelle de la science, c'est plutôt embryonnaire, quoi. Ouais. Donc c'est tout neuf. La plupart du temps, il n'y a pas des gros moyens financiers mis sur la recherche en sport. Il y a des choses plus importantes dans le monde que... Pas sûr. Pas pour toi et moi, mais pour l'humanité, des choses plus graves que de savoir si le VBT c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Donc, si quand même. Donc tu vois, c'est tout ça pour dire d'une manière sympathique que c'est de la science, mais c'est neuf et il n'y a pas des moyens de l'espace mis dessus, quoi, tu vois. C'est dur aussi, parce que j'ai envie de dire, même si on avait des moyens, je sais que dans les études en psychologie, par exemple, qui est une science aussi relativement neuve, on va dire, mais c'est facile de faire passer un questionnaire à quelqu'un. Tu arrives et tu lui dis, bon bah voilà, qu'est-ce que c'est, machin et tout. Tu fais passer un questionnaire, tu peux avoir 3000 personnes qui répondent à une thèse de doctorat comme une autre, quoi, tu vois, et où il n'y a même pas eu beaucoup de moyens. Il a juste fait un Google Form, il a reçu 3000 réponses. Pour faire venir 3000 personnes qui vont se taper un protocole d'entraînement pendant 6 semaines ou en chambre métabolique ou je sais pas quoi, faut se lever tôt, hein. Pour ça qu'on dit oui, les études elles sont menées sur peu de monde. Mène-la. Et puis plus tu fais avec des athlètes de haut niveau, plus c'est compliqué. Parce que bon, les athlètes olympiques, ils ont autre chose à faire que de rentrer dans des protocoles d'études. Il n'y en a pas 150. Il n'y en a pas 150. Donc voilà, tout ça pour dire que, pour répondre à la question de base, il ne faut pas opposer science et pratique, surtout pas dans les domaines de l'activité physique et du sport de performance en particulier, parce que ça ne s'oppose pas, ça se complète, ça vient enrichir la pratique de terrain. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir pour pas dire d'énormes conneries. Ouais, je ne peux être que d'accord avec toi, mais c'est bien. Je trouve qu'on ait eu ton avis là-dessus parce que toi, justement, sur le terrain, y est très souvent et ça me fait plaisir de voir. J'en doutais pas, hein, mais je pense que c'est important aussi que les personnes qui suivent ma chaîne voient que il y a des gens qui sont très à fond sur le terrain et qui pourtant ne jurent, on va dire pas que par la science, mais une grande partie de leur discours, c'est la science, parce qu'en fait, on ne peut pas s'en défaire. C'est quand même la meilleure façon qu'on a d'acquérir du savoir. À l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé mieux. Je suis persuadé qu'un jour, on dépassera notre science actuelle. Heureusement, c'est l'objectif de la science, mais là, on fait avec ce qu'on a, quoi. Et j'aimerais bien du coup te continuer un petit peu sur le VBT, parce qu'on s'est un peu écarté, mais finalement on reste dans le même topic, dans le même sujet où je commence à faire des anglicismes. Tu as parlé d'anglais tout à l'heure, c'est pour ça. Et j'aimerais bien qu'on reste un petit peu dans plutôt le sujet du VBT, parce que c'est une avancée scientifique, donc c'est pour ça qu'on a parlé un petit peu de la science. Mais toi, du coup, à quelle fréquence tu utilises le VBT sur le terrain ? Je veux dire par là, on en parlait un petit peu, tu dis bon voilà, je teste mes athlètes et puis après peut-être qu'on n'a pas toujours le capteur qui est là tout le temps pour chaque répétition. Comment est-ce que, basiquement, comment est-ce que toi tu ferais dans la pratique si jamais tu avais un groupe d'athlètes à entraîner et que tu as ta brique GymAware, et comment est-ce que tu fais, quel protocole tu mets en place? Peut-être un petit exemple juste rapide, hein, pas besoin d'aller dans les détails forcés. On va prendre une planif toute simple, une planif linéaire où tu fais un cycle de 3 semaines d'hypertrophie, un cycle de 3 semaines de force max, et après un cycle de 3 semaines de puissance.
tu vois. Et ben, sur ce cycle-là, alors j'ai pris des données traditionnelles de 3 semaines, hein, c'est un exemple. Et ben, moi, j'utiliserai le VBT dans cet exemple-là uniquement sur le cycle de développement de la puissance pour toutes les raisons qu'on vient de montrer ensemble dans la séance. Et voilà, je l'utilise par cycle sur des objectifs bien particuliers et le reste du temps, il est dans mon sac et je ne l'utilise pas parce que là encore, c'est aussi très coûteux en énergie et il faut le cadrer d'une façon que ça nous rapporte plus que ça nous coûte, quoi. Et donc du coup, par exemple, la première séance, tu ferais un test de puissance comme ça, et après, du coup, tu continuerais à utiliser à chaque séance ou de puissance, ou tu ferais, ou tu passerais sans le capteur, ou des fois tu reviendrais une fois toutes les 2 ou 3 séances. Bah, ce qu'on peut faire, c'est faire la première séance, on utilise le VBT pour étalonner le sportif. La seconde, on l'utilise un petit peu en feedback motivationnel, en mise en place de la séance. Et puis parfois, la séance suivante, tu peux aussi poser le VBT. Tu as déjà tes perfs. C'est bien gentil le résultat en watts à chaque fois. Mais là, tu bosses aussi aux sensations. Tu vois, je fais le parallèle avec le cardio-fréquence-mètre. Moi, je l'utilise beaucoup, mais pas tout le temps. Parfois, on a des séances très ciblées, très scientifiques, si je puis dire, enfin très rationnelles. Il faut être dans des pulses, c'est comme ça. Et puis des fois, c'est rappelle-toi les sensations que tu as ressenties pour cette séance-là où tu étais entre tel pulse et tel pulse. Ok, ben là, tu poses le cardio, tu me fais pareil au feeling. Parce qu'à un moment donné, le pif sur la montre ou le pif sur l'ordinateur, c'est bien gentil, mais le jour de la compète, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut aussi toujours replacer l'athlète dans le contexte qui est le contexte de compétition, où là, il s'agit d'être avec soi-même et soi-même, quoi. Et puis en plus, je suppose que les athlètes, enfin, c'est pas je suppose, c'est un truc qui est plutôt connu, on va dire, mais je pense que tu vas me le confirmer aussi via ton expérience de terrain. Les athlètes sont plutôt kinesthésiques de façon générale, ils ont tendance à beaucoup fonctionner aux sensations. Et je pense que c'est vrai que se fier à un feedback sur un ordinateur, sur une tablette ou quoi que ce soit, c'est bien, mais peut-être que pour leur apprentissage, du coup, passer par du kinesthésique, peut-être que ça les motive plus aussi. Ça les incite à aller chercher de nouveaux défis. Et ça peut être un défi justement de se dire j'ai fait cette séance-là, je mets mon cardio-fréquence-mètre mais je ne le regarde pas. Et puis je regarde après dans ma séance, est-ce que j'ai bien réussi avec juste mes sensations à ajuster ce type de choses-là. Enfin, c'est une extrapolation, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a différents profils. Tu as quand même une majorité de sportifs qui sont très tournés effectivement sur les sensations qu'ils ont. Ils ont des sensations bien plus fines que le commun des mortels. Ce qui est logique, puisque en même temps, le corps et la connaissance qu'ils ont de leur corps, c'est leur outil de travail. Donc il s'agit qu'ils soient un peu plus affûtés que monsieur et madame tout le monde. Et puis tu as quand même une fraction plus réduite d'athlètes qui sont très tournés sur le cérébral au service de leur pratique. Et eux, c'est plutôt les geeks de l'entraînement, mais côté sport professionnel, où eux, il faut qu'ils aient beaucoup d'informations chiffrées, objectives, sur leur pulse, leur fréquence cardiaque, leur puissance, leur variabilité de fréquence cardiaque pour le suivi de la charge. Bref, ils ont besoin de chiffres pour comprendre et pour se rassurer, pour travailler. Mais ce n'est pas la majorité. Donc c'est important aussi, c'est une partie de mon travail, c'est d'isoler le profil de chacun de mes athlètes pour faire en sorte que je leur donne ce qu'ils ont besoin pour progresser et pas toujours non plus ce qu'ils veulent. Donc il y a ce compromis entre leur donner ce sur quoi ils ont des compétences, mais aussi leur en faire acquérir de nouvelles. Donc c'est là-dessus qu'il faut un petit peu jongler. Est-ce que ces athlètes-là, qui sont très geeks, sur leur approche, est-ce que ce ne seraient pas ceux qui plus tard, quand ils se reconvertissent, quand ils arrêtent de faire sportif professionnel, qui plutôt dans la préparation physique? Et voilà, souvent c'est les futurs entraîneurs. Et c'est pas toujours les meilleurs athlètes, parce qu'à un moment donné, réfléchir c'est bien, mais ça peut être aussi un frein à la performance de très haut niveau, où des fois, il s'agit de réfléchir, mais des fois il s'agit d'être intuitif, d'être instinctif, et parfois il y a une sorte de paralysie par suranalyse des choses qu'il faut se méfier à très haut niveau. Et ça, je pense que c'est très intéressant de le souligner, c'est pas les meilleurs athlètes qui font forcément les meilleurs préparateurs physiques. C'est possible. C'est même rarement le cas. C'est même rarement le cas. Les meilleurs entraîneurs, d'une manière générale, pas que les prépas physiques, sont rarement les meilleurs athlètes. Parce que si tu veux, à un moment donné, quand tu as été au sommet de ton art, des fois,
tu as du mal aussi à te mettre à la place de ceux qui ne sont pas les meilleurs. C'est comme le premier de la classe, c'est pas toujours le meilleur prof. Parce qu'il n'arrive pas à se mettre à la place du cancre de la classe, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc non, c'est même rarement le cas. Alors tu as des contre-exemples, hein. Tu as Zinedine Zidane qui était un joueur extrêmement talentueux, qui est un entraîneur extrêmement talentueux. Mais si tu prends les 100 meilleurs entraîneurs par discipline, tu te rendras compte que c'est rarement les 100 meilleurs joueurs de leur génération. Et Zinedine Zidane qui était dans un poste qui est aussi de capitaine, fallait connaître son équipe en fait. Donc c'est peut-être… c'est pas anodin. Voilà, c'est ça. Je pense que quand tu es très bon, mais que tu es très bon dans un sport de stratégie, où il y a en tout cas un aspect stratégique et qui nécessite des compétences sociales, on va dire. Oui, ça devient plus facile d'être un très bon entraîneur. Mais par exemple, je suis pas sûr que, parce que Zinedine Zidane aussi, si on va là-dessus, je suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur coach de prépa physique. Je pense que ça doit être un très bon entraîneur. Peut-être pas forcément lié juste aux aspects techniques qui serait un peu plus geek, quoi. Mais peut-être lui, je sais pas, en plus quand tu te dis je ne suis pas du tout là-dedans, mais je suis sûr que quand tu es au Real Madrid et que tu te dis putain mon coach est Zinedine Zidane quand même, ça doit aussi jouer, quoi. Enfin, il doit y avoir un petit peu tout cet aspect-là. Je trouve d'ailleurs que c'est intéressant de parler un petit peu rapidement, hein, comme on vient d'en parler là, de cet aspect mental parce qu'on en a déjà parlé un petit peu dans la séance et c'est quelque chose, je pense, qui va beaucoup se développer et qui se développe beaucoup, cet aspect préparation mentale, notamment dans le rôle des préparateurs physiques et peut-être qu'il va y avoir aussi… j'ai entendu dire qu'il y avait des rôles justes de préparateur mental. Moi, je pense que le préparateur physique peut aussi s'occuper de ça parce qu'il faut connaître ses athlètes finalement pour les faire performer au mieux. En tout cas, c'est très intéressant de discuter avec quelqu'un qui est sur le terrain, encore une fois, comme toi, qui a ce type d'approche-là. Et donc, pour conclure, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le VBT, des choses qu'on n'aurait pas abordées, des choses… On a parlé de la puissance, on a vu aussi à quel point ça pouvait être utile pour monitorer les amplitudes, parce qu'on se rend compte qu'avec la fatigue, tu le veuilles ou non, par exemple ton squat, tu vas perdre des centimètres de répétition en répétition. Donc ça, c'est aussi un formidable outil, on n'en parle peut-être pas assez, pour monitorer les amplitudes. Ouais. Et on a parlé tout à l'heure de l'intérêt en powerlifting pour savoir à quel moment tu casses la parallèle. Donc ça, c'est pour les profs de compète, mais même tu dis à tes athlètes de faire 5 séries de 5 répétitions en squat complet, et à un moment donné, les athlètes, même s'ils ne le veulent pas, inconsciemment, ils brident un peu leur amplitude pour pouvoir faire les reps. Donc ça veut dire ou c'est trop lourd, ou eux, il faut les coacher. Et à ce moment-là, tu as en centimètres chacune des amplitudes. Donc tu peux dire, hey, attention, là, tu es en train de passer d'un squat complet à un demi-squat. Il ne faut pas. Donc ouais, on peut dire aussi que ces outils-là sont très utiles pour monitorer les amplitudes. Et sachant que l'amplitude en plus c'est quelque chose, c'est pas le parent pauvre de la surcharge progressive, mais presque. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais, ou en tout cas très peu, notamment dans le milieu de l'hypertrophie. J'y pense aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne aussi pour le côté hypertrophie. Et on n'en parle pas beaucoup dans la muscu, mais en fait, si tu augmentes la charge, tu augmentes les reps, mais que ton amplitude elle baisse, littéralement, tu fais le même travail en fait. Tu fais la même, tu n'as rien augmenté. Tu n'as pas fait de surcharge progressive. Et du coup, avoir cet outil-là tu le mets une fois de temps en temps et peut-être une fois toutes les 3 à 5 séances, tu vois. Tu te dis, est-ce que mon développé couché, j'ai augmenté mes répétitions, j'ai augmenté ma charge, mais est-ce que mon amplitude est restée la même ? Peut-être qu'en fait, tu vas te rendre compte que pas tant que ça et peut-être qu'il va falloir travailler juste sur ton amplitude et juste en travaillant sur ton amplitude, tu vas faire de la surcharge progressive. Je pense que c'est intéressant, effectivement. Merci de l'avoir soulevé. Et puis, je pense qu'on a un peu parlé de tout sur le sujet, du coup. Et ça a fait, je pense, un long entretien. J'espère que les gens qui suivent ça auront apprécié. Et puis, je pense que là-dessus, est-ce que tu as un dernier mot ? N'hésite pas à faire ta promo, par exemple, si jamais tu lances des choses, tu as des choses à mettre en avant, parce que, après tout, tu es là pour ça aussi. Hein. Oui.
tous les mardis matins, je publie une newsletter où je fais un petit zoom sur un sujet particulier ou une étude ou autre chose d'ailleurs. C'est du contenu exclusif que je donne qu'aux gens qui ont pris la peine de laisser leur mail sur le lien que tu laisseras. Donc il y a ma newsletter et quand il y a des offres particulières, ça passe principalement par ma newsletter. Donc les gens qui veulent me suivre peuvent me suivre sur les réseaux sociaux où je mets des petites choses gratuites. Et il y a aussi ma newsletter qui est déjà un peu plus exclusive aux gens qui prennent le temps de me suivre. Voilà. Eh ben, merci Olivier. Et puis, comme je dis habituellement sur ma chaîne YouTube, prends soin de toi et à la prochaine. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que toute cette conversation t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, aller voir mon Insta où je partage des trucs que je pense cool ou venir sur Discord là où nous faisons régulièrement des chroniques les samedis sur plein de sujets différents. Tu peux aussi rejoindre la chaîne et, pour 2 € par mois, avoir accès à une tonne de contenu exclusif. Environ une moyenne de 25 vidéos par mois. Je me fous pas de toi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.